Bienvenue sur Transfo RH. Je m'appelle Nathalie Pululu, responsable animation partenaire chez Digipost, et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Transfo RH, c'est le podcast pédagogique à destination des entreprises qui souhaitent réussir la transformation numérique RH. À chaque nouvel épisode, j'accueillerai des acteurs et experts métiers RH passionnés par la transformation RH, le digital et l'innovation. Ils partageront avec nous leurs convictions et leurs succès, les innovations qui feront bouger les lignes de demain et bien sûr des conseils, astuces et enseignements pratiques. Transfo RH, c'est votre podcast sur l'innovation RH. Commençons dès maintenant. Bonjour à tous et je reçois aujourd'hui Amélie Favre-Guittel, présidente et cofondatrice de Talent Management, pour parler de l'accompagnement des seniors dans un projet de transformation numérique. Bonjour Amélie et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors Amélie, pour commencer, j'aimerais bien qu'on pose un peu le cadre et que tu nous définisses ce qu'est un senior. Ça va être difficile, ça commence bien. En fait, il n'existe pas de définition précise pour le terme senior. Donc c'est un sujet à interprétation selon la situation, l'âge de celui qui en parle ou la situation de la personne qui le vit. Aujourd'hui, selon l'INSEE, on est senior à 50 ou 55 ans selon les statistiques. Pour Pôle emploi également, sauf que le candidat de 45 ans peut bénéficier d'aide à l'embauche spéciale senior. Et que dans le monde de l'entreprise, on estime être senior à 51 ans. Donc, c'est bien sûr sans compter sur les préjugés en recrutement, qui vont définir généralement le senior à partir de l'âge des 45 ans, ou bien senior par l'expérience au-delà de 5 ans d'expérience. Donc, une chose est certaine, au dernier trimestre 2020, Pôle emploi comptait plus de 964 000 demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Et ça, c'est un vrai enjeu sociétal et économique pour notre société. J'aimerais juste revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as parlé de préjugés. Oui. Et quels vont être les préjugés du coup qu'il y a autour des seniors ? Du fait de l'âge, on a tendance à associer le senior à quelqu'un un peu débordé par les nouvelles technologies, les nouvelles tendances, d'autant que c'est grandement accéléré ces 10 dernières années. Donc, beaucoup vont penser que le senior s'est arrêté à l'email et à Internet Explorer, même si je n'ai rien contre Internet Explorer. Alors que c'est faux. D'autant plus que la plupart des seniors ont connu le développement de toutes ces nouvelles technologies, leur démocratisation, leur usage, leur mode de fonctionnement. Donc, ils savent très bien ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai, le senior, on va souvent l'estimer comme trop vieux, trop cher, trop expérimenté, pas assez digital natif. Ça, c'est les stéréotypes qui vont revenir le plus souvent. Alors qu'en fait, les seniors, ils sont tout à fait capables de s'adapter aux technos, aux usages, même s'ils sont pas tous des geeks hyper tendance, mais en même temps, c'est pas vraiment ce qu'on leur demande. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on pense qu'ils vont être réticents et qu'ils pourront pas apprendre, surtout dans le cadre, tu sais, d'un projet de transformation numérique ? Parce qu'on a souvent tendance à comparer les candidats à nos parents ou à nos grands-parents. Donc si chez nous, on a par exemple une mère ou un père qui va pas faire sa dernière danse sur TikTok ou qui a pas encore créé sa room sur Clubhouse, on va s'imaginer que le candidat qu'on va recevoir qui a le même âge que nos parents, est aussi décalé que nos parents. Alors qu'en fait, pas du tout. Si ça se trouve, il a sa chaîne TikTok. Moi, j'en connais qui ont 56 ans et qui ont une chaîne TikTok et qui parlent de commerce, de vente et ils sont passionnants. Ouais. Aujourd'hui, sur Clubhouse, la moyenne d'âge, c'est 40 ans. 44 ans pour LinkedIn et les 35% des internautes sur Facebook ont plus de 50 ans. Donc en fait, les seniors sont sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas le même usage que une personne qui est plus jeune. Ils vont avoir un usage un peu plus professionnel dans leur démarche. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour lever ces freins si on voit que y a un usage des nouvelles technologies différent, certes, donc il n'y a pas vraiment de frein en soi. Comment est-ce qu'on fait pour les lever ? Comment on va faire pour les lever ? Il peut y avoir plusieurs choses. Si on est sur les initiatives peut-être un peu plus RH en interne, il va y avoir des outils. Donc, un salarié, par exemple, qui est senior, en théorie, il a droit, et même tous les salariés, ont droit à ce qu'on appelle l'entretien individuel. Donc déjà, on va pouvoir permettre de voir un peu les besoins individuels de formation de chaque salarié, mais aussi les axes de progression, les souhaits d'évolution de carrière. Donc en fait, cet entretien est obligatoire, ce qui n'empêche pas d'en faire des intermédiaires, donc le fameux entretien à mi-carrière à partir de 45 ans.
Donc là, Mhm. le service RH doit penser en termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la fameuse GPEC dont on nous parle depuis des années, et se dire, OK, au vu des enjeux stratégiques de l'entreprise, comment on peut faire évoluer nos salariés qui peut-être vieillissent, sont plus trop à l'aise ou ne représentent plus trop notre structure, comment on peut faire pour les accompagner et pour qu'ils puissent toujours nous rapporter de l'argent. Parce que c'est aussi ça un des enjeux, c'est comment accompagner un salarié à faire grandir l'entreprise pour qu'elle soit de plus en plus productive. Donc c'est peut-être aussi l'idée de les faire changer de rôle. Le senior qui va vieillir ne va peut-être plus forcément n'être que quelqu'un qui va mettre les mains dans le cambouis, mais il va Mhm. aussi se mettre un peu plus à penser, à travailler les process, à travailler toute la partie qualité, le réseau, et donc va apporter d'autres choses parce qu'il va changer de rôle au sein de l'entreprise. Le plan de formation, je parlais tout à l'heure de l'entretien individuel, le plan de formation fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va travailler sur un projet qui va se dérouler sur une durée, et le plan de formation, bien calé sur cet axe stratégique du coup de l'entreprise en lien avec les enjeux business, sera du coup un gage de réussite. Le Ouais. salarié dispose aussi d'un compte personnel de formation. Donc tous ces outils-là, mis bout à bout, permettent vraiment d'accompagner les entreprises, le service RH et les collaborateurs à pouvoir évoluer. Et c'est sans compter toutes les innovations que les startups peuvent aussi produire. Moi, j'avais rencontré, c'était Clickylix, le nom est impossible à prononcer, qui est en fait un petit assistant virtuel qui permet de partager des procédures logicielles, mais de manière interactive. C'est-à-dire que n'importe quel collaborateur qui arrive, donc qui est onboardé dans l'entreprise, eh bien pour maîtriser les outils internes de l'entreprise, va être suivi par un petit robot qui a une petite intelligence artificielle qui va lui permettre de d'être beaucoup plus à l'aise sur l'outil et qui va être guidé directement par ce logiciel. Et ça, je trouve ça génial. Du coup, on n'a plus cette angoisse de dire non, mais les seniors, ils sont pas digital natifs. On s'en fout, il y a un robot qui va nous aider. Super. Et ça a déjà été mis en application dans certaines structures que tu Oui, accompagnes? ils ont déjà des entreprises partenaires et ça, ils ont des bons retours parce que c'est vraiment une interface qui est intuitive et en un clic, on a vraiment le petit robot qui nous suit et qui va pouvoir nous accompagner. Donc ça, c'est vraiment un outil de transfo que je trouve assez magique. Parce qu'on a tous, Ouais. dès qu'on arrive dans une entreprise, toutes les entreprises ont leur logiciel interne et forcément, on a besoin d'un temps d'adaptation. Et c'est du temps Oui, bien gagné pour sûr. autre chose. Absolument. Et en plus, en parlant de coûts, il faut aussi prendre en compte l'impact que ça va avoir au niveau du désengagement, du turnover et de l'absentéisme de ne pas inclure les profils seniors. Oui, tout à fait. Parce que on le sait, si l'onboarding ne se passe pas bien, si l'intégration se passe pas bien, on a quand même une Mhm. chance sur deux que la personne ne reste pas. Donc, il y a un coût au recrutement qui est juste énorme dans ces cas-là, quand les collaborateurs s'en vont. Tandis que si l'intégration se passe bien, si on lui a bien fait faire le tour de l'entreprise, que ce soit en présentiel, en digital, avec des petits jeux, ça peut être sympa aussi, des rooms un peu magique, on va dire, où ils peuvent se balader dans l'entreprise. Mhm. Si effectivement on lui a mis en place des outils pour qu'il maîtrise rapidement tous les logiciels de l'entreprise, s'il connaît les procédures, enfin voilà, si tout ça se passe bien, effectivement, l'ensemble des collaborateurs vont avoir envie de rester, et encore plus un senior. Et c'est là où le senior, qui lui est peut-être dans l'entreprise depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire même 30 ans, parce qu'il y en a qui font carrière dans la même entreprise, et à un moment donné, s'ils veulent plus être sur le terrain, on peut les mettre sur ce côté un peu back-office où ils vont épauler les personnes qui arrivent dans l'entreprise parce qu'ils connaissent les outils, ils connaissent les process, ils connaissent le réseau, ils savent comment ça se passe au sein de l'entreprise, comment fonctionne la hiérarchie, par quel canal il faut passer pour obtenir une réponse peut-être plus vite. Plutôt que de contacter Simone de la compta, il faut passer par Stéphanie au service RH et puis avoir seulement Simone derrière. Enfin, voilà, ils connaissent Ouais. les raccourcis un peu de l'entreprise. Et eux, en les changeant de rôle à l'intérieur, peuvent du coup faciliter les futures intégrations de tous les nouveaux collaborateurs qui arrivent dans une entreprise. Et mine de rien, on peut faire aussi du reverse mentoring, c'est-à-dire que la personne qui a été intégrée peut aussi accompagner le profil senior pour découvrir de nouvelles choses. Donc, il y a vraiment des choses passionnantes à faire pour vraiment créer un engagement fort, à la fois du salarié qui est là depuis longtemps et à la fois de la nouvelle recrue qui arrive et qui se sentent beaucoup plus en phase avec les valeurs aussi de l'entreprise. Et ça, c'est très important. Alors, petite question, hein, mais qu'est-ce qui va être décisif, tu sais, lorsqu'on va mettre en place ce type de projet, notamment l'intégration de l'outil
Kilkilic, un peu difficile à prononcer, mais qu'est-ce qui va être décisif pour les équipes RH? Lorsqu'on va parler de transfo digital ou de transfo numérique, ça renvoie à une évolution globale de l'entreprise. Donc, ce qui est vraiment essentiel, ça va être de le faire étape par étape. Moi, je suis très adepte des petits pas. L'idée, ça va être par exemple, si on a, imaginons, on a d'un point de vue technologique, on peut donc demander à un profil senior qui était un pilier de la stratégie de vente de changer son rôle et de se former en transformant, en consultant un peu outils, process via un CRM. C'est-à-dire que là où c'était lui qui utilisait l'outil, maintenant il va former les autres aux outils. Donc ça va être déjà d'engager les collaborateurs. On peut pas imposer quelqu'un en lui disant tiens, la semaine prochaine, on est en pleine phase de transfo numérique, tu changes de poste, tu changes de mission, tu changes de rôle, on change les process, on change tout et on vous demande pas votre avis. Ça, c'est juste impossible. Ouais. Et on l'a vu, la transfo numérique, c'est un enjeu majeur des entreprises françaises. C'était une enquête du cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers qui avait mené auprès de PME et de TI dans le monde, mais aussi en France. Et ils expliquaient que 78% des entreprises françaises interrogées, pour eux, c'était un enjeu crucial. Mais pour ça, parce que c'était un enjeu à la fois pour gagner en productivité, en flexibilité, en agilité, en tout ce qu'on veut, et forcément en performance. Et quand je dis performance, faut gagner des pépettes. Et donc, dans l'idée d'engager les gens, ça va être de se dire, j'informe les collaborateurs qu'on démarre quelque chose. Ensuite, je les implique, je crée peut-être des réunions, des groupes de discussion, des tables rondes, où chacun va pouvoir s'exprimer, chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Et au fur et à mesure, on va construire cette transfo tous ensemble au sein de l'entreprise, et quel que soit l'âge, quels que soient les métiers, et ça peut aller de la standardiste au directeur général. L'idée, c'est que tout le monde puisse être impliqué et que tout le monde puisse participer, en sachant que forcément, à un moment donné, il faudra trancher dans les choix de chacun. Et là, par contre, il faut aussi que ce soit bien au clair pour tout le monde, que tout ne peut pas se faire, mais en tout cas que beaucoup de choses vont se faire et que ça va se faire étape par étape. Bien sûr, et donc il faut prioriser. Il faut prioriser, et il faut prioriser plein de choses parce que c'est aussi l'occasion de discuter des conditions de travail et de santé des salariés, parce que ça fait aussi partie de la transfo numérique. Si les projets de transfo butent souvent sur des questions d'appropriation des technologies, c'est souvent ce qu'on va dire, oui, mais la transfo numérique, ça va être difficile parce que un tel est pas assez digital native. Mais c'est aussi parce qu'au départ, les problématiques d'organisation et de conditions du travail n'ont pas été suffisamment discutées en amont du déploiement. Donc en fait, quand on veut déployer quelque chose de transfo numérique, on se dit tout de suite, c'est les outils, c'est le digital, c'est plein de choses, alors qu'en fait, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses assez basiques au préalable. Ça va être, est-ce qu'aujourd'hui, l'espace de bureau est déjà bien réalisé? Est-ce qu'il y a au contraire quelque chose qu'on peut ajouter qui puisse être automatisé et pour faciliter le quotidien des collaborateurs? Si les collaborateurs sont passés en télétravail, quels sont les outils qui vont faciliter leur adaptation? Est-ce qu'ils ont été formés à ces outils? Donc ça aussi, ça rentre dedans. On peut aussi penser, on fait plus la cantine, maintenant on a tous la petite carte, ok, c'est sympa, mais est-ce que le télétravailleur, du coup, comment il fait? Est-ce qu'on lui fait livrer une box pour son télétravail? Il peut y avoir plein de sujets et de mal-être au préalable du côté des salariés, et qu'il faut d'abord désamorcer pour pouvoir travailler sur la transfo. Je pourrais te faire une liste à la Prévert, il doit y avoir au moins des centaines de critères pour réussir une transfo numérique, mais des fois, il faut partir de la base et de ce qui peut paraître du bon sens. Ça peut être aussi des occasions de désamorcer des petits conflits ou des petits soucis internes dans l'entreprise, même si c'est pas forcément en lien avec la transfo numérique, mais ça va être en lien du coup avec le bien-être du collaborateur. Est-ce qu'il se sent bien dans ce service? Est-ce qu'il est à l'aise dans son métier? Est-ce qu'il a besoin de se former? Et tout ça permet effectivement de pouvoir faire évoluer les gens. Et en faisant évoluer les gens, on peut faire évoluer les outils, les process, et aller vers une transfo numérique souhaitée par la direction. Ça, c'est essentiel. D'accord. Est-ce que tu auras un cas concret que tu as accompagné où tu as pu voir cette mise en place, donc des sujets qui paraissent un peu basiques, de bon sens, pour le lancement d'un projet et qui ont pu évoluer? Alors, j'ai notamment c'est paradoxal parce qu'on va s'attendre à ce que je sorte le nom d'un grand groupe, alors qu'en fait, c'est une start-up. Ouais. Donc,
Là où on s'imagine que les startups sont toutes des ultra digitales, pas du tout. Alors c'était une startup qui fonctionnait en mode très famille. Donc ils étaient pas très nombreux, ils devaient être moins d'une cinquantaine. Tout le monde se connaissait parce que tout le monde était là depuis au moins la création de la startup. Entre-temps, les patrons avaient racheté d'autres structures, donc elle était devenue un peu PME sur les bords, mais ils avaient gardé cet esprit startup. Le souci, c'est qu'il y avait aucun process, aucun outil qui répertoriait leur manière de travailler. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment, on était sur du transfert de connaissances, du bouche à l'oreille. Donc, s'il y avait un collaborateur qui partait, on perdait toutes ces connaissances. Et ils avaient beaucoup de collaborateurs qui étaient un peu sur le départ, qui allaient partir à la retraite. Et ils se sont rendus compte. Et c'est là où souvent j'engueule un peu les RH en disant, les gars, vous avez une GPEC au départ, donc vous savez quand les gens vont partir à la retraite. C'est pas 6 mois avant que vous le découvrez. Et eux, ils s'en sont rendus compte un peu tardivement. Il y avait déjà eu des collaborateurs qui étaient partis. Ils se disaient, mais comment on va faire? Un tel est parti, il connaissait tous les process. L'autre, il va partir dans 3 mois, mais il connaît tous les clients. Donc, ils étaient à la fois en stress pour leur recrutement et pour comment on fait pour garder au sein de l'entreprise les connaissances et les savoirs de tous les collaborateurs qui s'en vont. Donc en fait, on a d'abord commencé par aller discuter en face à face et en individuel avec chaque collaborateur. Ensuite, on a fait des tables de discussion, on a fait des petits groupes de 8-10 personnes pour pouvoir échanger sur ces problématiques et on les a impliqués dans la recherche de solutions. C'est-à-dire que nous, on leur a dit, voilà, nous, on connaît tel et tel outil. Est-ce que vous voulez les tester et nous dire ce que vous préférez? Et est-ce qu'on travaille du coup ensemble pour que vous puissiez nous partager tout votre savoir? Et en fait, comme ils étaient un peu... Alors, je leur ai mis des outils dans les pads. Je savais déjà un peu les outils qui allaient convenir. Mais du coup, ils ont pu tester l'outil. Et derrière, c'est... alors, cet outil, je l'ai beaucoup aimé. Ouais, je suis OK pour faire un enregistrement. Ou alors, du coup, c'était souvent en vidéo. On se trouvait l'idée un peu sympa. Ils avaient derrière un catalogue de vidéos avec toutes les connaissances qui étaient enregistrées. Et en fait, comme ils avaient choisi l'outil, ils se sont impliqués 10 fois plus au moment où il fallait passer à la pratique derrière la caméra, se mettre à raconter des histoires, des anecdotes, comment ça fonctionne avec tel client, qu'est-ce qu'il faut savoir sur lui. Même si tout était un peu enregistré dans un CRM, malgré tout, il y avait ce transfert oral qu'on gardait et que la startup aimait beaucoup. Et ça permettait quand même de garder du lien et de montrer que on appréciait les collaborateurs et que c'était un plaisir pour le collaborateur de partager. Et du coup, ça impliquait aussi les nouvelles recrues à dire, oui, moi aussi, je veux enregistrer des vidéos. Donc, du coup, tout le monde a vraiment joué le jeu. Et ça, c'était sympa. Et le fait d'avoir un catalogue interne où, plutôt que de lire des process, parce qu'on est d'accord, les process, on va tous les lire en diagonale, quand on a un PDF de 50 pages, vas-y, bienvenue, lis ça pour comprendre comment fonctionne le client. Personne ne le fait. Tandis que la petite vidéo qui va peut-être durer 5 minutes ou 10 minutes et qu'on peut écouter quand on veut, ça marchait vraiment beaucoup mieux. Donc ça, c'était vraiment une chouette action à mener avec ces startup PME entre deux. Et c'est intéressant parce que ça rejoint vraiment ce que tu dis, la transformation numérique, c'est aussi prendre en compte l'individu, son bien-être, son épanouissement et l'inclure dans ce projet. Ça va être un projet d'équipe, donc n'oubliez personne. Tout à fait. On le voit notamment dans des usines où à un moment donné, ils vont amener un peu plus de robotique et d'automatisation. Forcément, la plupart des salariés vont se dire, mais du coup, si on m'enlève ça, c'est moi qui travaillais sur la chaîne, machin. Donc, si on m'enlève ça, qu'est-ce que je deviens? En fait, on va les faire changer de mission, mais on va surtout les changer de rôle. C'est-à-dire que toi, ton rôle, c'est peut-être de travailler sur la machine, sur le robot et de veiller à ce que le robot soit toujours aussi efficace. C'est peut-être à vérifier certaines procédures, ou de créer justement un guide de procédure pour que demain, une autre personne puisse aussi reprendre ton poste le jour où toi, tu pars à la retraite. Donc, c'est vraiment les changer de dimension, mais c'est aussi les accompagner, les rassurer. Quand on a une trosso, il faut vraiment rassurer les collaborateurs. Non, le robot ne va pas prendre votre place. Et c'est de le dire, au contraire, c'est toi qui vas guider le robot, c'est toi qui vas mettre en place des procédures, c'est toi qui vas veiller à telle et telle chose. Donc, ton rôle est toujours important dans l'entreprise. Et au contraire, si on a mis un robot, c'est que tu es moins mal au dos, que tu tombes moins malade, que tu sois moins fatigué quand tu rentres le soir. Donc, du coup, tu vas profiter davantage de tes soirées et tes week-ends.
Et donc, le lundi matin, quand tu reviens, tu vas revenir avec la patate. Et du coup, tu vas encore mieux travailler. Et c'est ce qu'on recherche. Absolument. On le sait, hein, des collaborateurs heureux, c'est des collaborateurs qui sont efficaces. Des collaborateurs efficaces, c'est une entreprise qui fonctionne. Eh bien, je n'ai rien à rajouter. Je pense que c'est le parfait mot de la fin, Amélie. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Avec grand plaisir. Comme nous l'avons vu avec Amélie, nous avons encore beaucoup de préjugés sur la population dite senior. Nous assimilons les profils les plus expérimentés à des représentants de l'ancienne génération. Dans cet épisode, Amélie Fabre-Guittet challenge ces idées reçues et nous montre que les seniors peuvent être inclus dans les projets de transformation numérique. Il suffit juste pour cela de les intégrer et de les accompagner pas à pas. Il va être alors important de les valoriser en les incluant dans les discussions et le choix des outils. Ainsi, vos seniors peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Et comme le dit Amélie, des collaborateurs heureux, ce sont des collaborateurs efficaces. Et des collaborateurs efficaces, c'est une entreprise qui fonctionne. C'est un sujet super intéressant. Et si vous, auditeurs, souhaitez continuer et participer à cet échange, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Connectons-nous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Vous avez aimé cet épisode? Alors abonnez-vous à notre chaîne Transfo RH et partagez-la. Transmettre et diffuser le savoir, c'est aussi par là que passera la transformation. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et vous attendons pour le prochain épisode avec un nouvel invité et encore plus d'astuces et d'outils pour mener à bien la transfo RH de votre entreprise.